On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement des pizzas congelées de Filet Fred, une entreprise qui existe depuis à peine 2 ans. Et puis déjà, on est rendu dans les épiceries. Mais d'abord, parlons des Montgolfières et ça a l'air qu'on va avoir un vrai festival au mois d'août 2022. Parlons déjà du prochain festival de Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu au mois d'août 2022. En principe, on se dirige vers le retour d'un vrai festival. On en a parlé un peu la semaine dernière avec le nouveau président de la corporation, le conseiller Jean Fontaine. Parlons aujourd'hui avec le directeur même de la corporation, Éric Boivin. Bonjour et bienvenue. Allô, Éric. Bien content de te voir. Bien, tout à fait. Là, dans les deux derniers étés, on a eu droit, dans le fond, à des alternatives oui. sur lesquelles vous avez pu travailler pour garder quand même la fibre montgolfière dans la communauté. Mais ça fait quand même 2 étés qu'il n'y a pas de vrai festival. Exact. Là, à quel moment avez-vous pris la décision cet automne de dire, là, pour août 2022, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on le savait pas mal instinctivement tout au long de l'été. À voir aller l'évolution des choses, à voir aller la vaccination. On est en relation aussi avec les différents ministères concernés, avec la direction de la santé publique, avec tous les autres organisateurs là, de grands événements canadiens, membres du REMI, là, du réseau des événements majeurs internationaux. C'était assez clair qu'on allait tous travailler pour une édition à peu près normale en 22. Je dis à peu près parce que c'est sûr qu'il risque de rester des encadrements. Mais au niveau quantitatif, au niveau de l'expérience, on peut produire une édition normale en moins d'un revirement triste, très surprenant. Il y a certains événements qui se sont quand même risqués à tenir en tout ou en partie leur festival au mois d'août-septembre. De quel œil avez-vous regardé ça de l'extérieur? Est-ce que vous vous êtes dit... Est-ce qu'on aurait donc dû faire quelque chose de plus ou finalement on était correct dans notre décision cette année? Non, pas du tout. On n'a jamais douté et au contraire, on est très content de l'orientation qu'on a prise. Il faut bien comprendre que les encadrements sanitaires, il en est sorti un set, si je puis dire, à la fin mai et qui allait s'alléger au 1er septembre. Entre les deux, le problème était quantitatif. La limitation du nombre de personnes que tu peux faire. Je vous donne un exemple bien concret. Là. Demain matin, je prends 500 000 j'installe une grosse scène, je fais venir pour un week-end et je réduis un peu ma formule et on organise du spectacle pour 3, 4, 5 000 personnes versus prendre le même montant et organiser un mois complet d'activités, générer du tourisme, nourrir la marque. Bref, on avait avantage à prendre la stratégie de prendre Le concept, c'était ça, du ciel en fête. On prenait un party au sol et on l'envoyait dans le ciel durant un mois. Alors, évidemment, on a eu 350 vols, on a eu les yoga ballons, les pique-niques SAQ, le championnat canadien. Là, ça n'a pas arrêté pendant 5 semaines. Alors, on est sorti de là gagnant au niveau de la visibilité puis de la culture de la marque Montgolfière. Le nouveau président Jean Fontaine nous disait la semaine dernière que les 2 derniers étés ont peut-être été un mal pour un bien au niveau des finances de la corporation. Est-ce qu'effectivement, pour vous, ça a permis, disons, de régulariser un peu les finances de l'organisation en prévision des prochaines éditions? Je dirais pas oui, mais je dirais pas non. C'est ça. Je vais être un peu plus précis, disons. En 2019, quand moi j'ai joint l'équipe, en 2019, le défi, on stabilisait un cadre financier sur 3 ans pour redresser la situation du festival. Et la première année était l'année d'investissement dans le produit, se remettre à flot, reséduire des commanditaires, renouveler le produit, améliorer l'expérience. Et on commençait la restructuration du festival. Est arrivée la pandémie, à passer Noël 2020. On avait déjà pré-produit l'édition de l'année 2020. On était déjà avancé. Évidemment, on n'avait pas dans nos scénarios une telle crise. On aurait dû normalement revenir à la rentabilité en 2020. On a réussi à le faire quand même en s'imposant des coupures importantes et en développant des nouveaux business lines. On a travaillé pour la municipalité, on a lancé des nouveaux programmes chez nous avec nos partenaires gouvernementaux et certains commanditaires, dont certains ont roulé même l'été passé avec la SAQ, avec les pique-niques. Alors, oui, on a pu développer des nouvelles activités, mais on a quand même subi des contre-coups importants.
À la première année de la crise, hein, on avait quand même 250 000 d'investis dans la pré-production. On avait 380 000 de billetterie de vendus. Il fallait rembourser ça. Tu pars à moins 600 000 approximativement. On s'en est bien tiré, on a travaillé fort. Et aujourd'hui, on est exactement sur le plan financier qu'on avait prévu avant la crise. C'est un peu un hasard, mais il a fallu s'imposer une médecine de cheval plus violente que ce qu'on avait estimé initialement. Au mois d'août 2022, si rien ne change, puis évidemment, on souhaite tous qu'on n'ait pas de nouvelles contraintes qui viennent un peu nous embêter, mais on se dirige vers un festival de 9 jours avec des ballons, avec des spectacles. C'est ça la formule? Exactement. On prend la formule cadre principale avec beaucoup de changements à l'intérieur, au niveau des aménagements, au niveau de l'expérience, un volet montgolfière plus immersif. On va conserver plusieurs acquis des dernières années. Le championnat canadien revient. Les pique-niques SAQ reviennent. Ils ont généré 61 je vais de mémoire, de visiteurs touristiques l'été dernier qui ont pu découvrir nos produits agricoles, des vins du terroir, bref. On continue à se déployer dans la communauté au-delà des 9 jours et du site de l'aéroport, bien entendu. Bon. Un des changements qui a été un peu publicisé la semaine dernière, c'est la fameuse scène des spectacles auxquels on est habitué, qui est à l'intersection des fameuses 2 pistes, là, Oui. qui est comme vers les stationnements. Les gens sont habitués, là, ils se reconnaissent visuellement. Là, de ce qu'on comprend, on veut revirer ça de bord. Oui. Pourquoi? 2 raisons principales. La première, c'est que son orientation actuelle lance le son vers des quartiers habités. Si on la positionne à l'inverse, elle est dos aux quartiers habités. Alors, au niveau de la nuisance, c'est préférable. Honnêtement, c'est tellement intégré, le festival, dans la communauté, qu'on n'avait pas vraiment de problématique avec ça. On n'avait pas de problème d'intolérance. Outre le son, est-ce qu'il y a d'autres avantages? Ah oui, il y a des avantages. Premièrement, l'angle de façade de la scène devient beaucoup plus large, ce qui permet d'intégrer des zones de seating, une meilleure zone corporative pour les clients commanditaires. Ça nous permet d'aménager beaucoup mieux l'espace full. Et ça enrichit l'expérience. On travaille aussi sur une zone souper-spectacle au pourtour. Mais tant qu'on n'avait pas plus d'angle d'ouverture devant la scène, c'était impossible. Évidemment, je sais que vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui d'annoncer des artistes, mais en avez-vous déjà de signer ou en pourparler? On est en discussion très avancée avec certains et certains autres sont signés. Cependant, évidemment, avec chaque contrat d'artiste vient des limitations de période publicitaire. Ils ont d'autres contrats en production. C'est assez rare qu'avant Noël, on est en mesure de faire des grandes annonces. C'est arrivé avec Bryan Adams, mais on avait entrepris de travailler avec Bryan 1 an avant l'événement. Et l'annonce de Bryan Adams était un bon coup. Et malheureusement, avec la COVID, spectacle ne s'est jamais produit. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs qui souhaitent, je ne sais pas si ça arrivera un jour. Moi, le premier. Oui, hein, souhaitons que Bryan Adams puisse être à nouveau disponible pour une prochaine édition. Là, vous lancez aujourd'hui un peu la vente des passeports. Oui. Comme on l'a déjà fait souvent aussi avant le temps des fêtes. Et il y a comme c'est limité. Expliquez-nous un peu le contexte dans ce que les gens peuvent acheter dès maintenant. On sort un produit, on fait toujours cette promotion-là avant Noël. C'est pour être inclusif, puis s'assurer que plus de gens peuvent se l'offrir, puis ça fait des beaux cadeaux de Noël. On sort une quantité d'environ 4000 passeports, toutes catégories confondues, qu'on met en marché. À ce moment-là, à prix avantageux. Là. Si je prends par exemple le passeport intégré jeunesse qui donne accès au manège, dans le fond, gratuitement, pour en bas de 10 par jour, on passe 9 jours au festival et puis on a accès. Et ça, évidemment, des promotions comme ça, il y a des quantités limitées qui viennent avec ça, parce que c'est avec notre partenaire Beauce Carnaval, là, notre partenaire depuis toujours qu'on fait ça. On ne peut pas tout vendre à ce prix-là. Ce serait impossible économiquement de livrer le produit. Là. Donc, vente de passeports. Donc, c'est comme une pré-vente, si on veut. On est avant le temps des fêtes. Passeport intégré, ce qui veut dire manège, stationnement manège, ensuite passeport régulier 9 jours, et dans les 2 cas, adultes et enfants. Alors, donc, ça donne 4 formules de Et par expérience, ces passeports-là qu'on met en vente avant le temps des fêtes, quand on les écoule, ça prend quoi? Quelques semaines, puis après ça, on va retomber dans des prix plus réguliers? On va tomber à la prévente de janvier ensuite, qui est un peu plus économique qu'une fois passé la conférence de presse au printemps.
Alors, c'est encore le temps d'en acheter ensuite, mais si vous pouvez en bénéficier maintenant, c'est avantageux. Bon. Ce qui n'est pas disponible aujourd'hui, c'est toute la billetterie un jour, là. Elle, on la sort évidemment au moment où on commence à annoncer les spectacles. Et par expérience, les ventes de passeports avaient quand même de beaucoup augmenté dans les dernières éditions, et même celle qui, malheureusement, ne s'est pas concrétisée. Mais au mois de décembre 2019, quand on préparait le festival 2020, il y avait quand même eu une vente assez importante. Oui, on avait fait une vente, nos ventes régulières. Ouais. Et exceptionnellement, on avait lancé aussi, et là, je viens de mémoire, là, je crois que c'était à la fin janvier, la billetterie un jour pour la journée de Bryan Adams. C'est vrai. Ouais. Qui était une billetterie à prix unique, cependant. Les ventes avaient très, très bien été. Avaient très bien été à l'édition 2019 aussi. On avait vendu en tout 8000 passeports, je crois, 8500 passeports. Bon. Comment vivez-vous avec, là, actuellement, là, il y a un variant qui nous arrive de l'Afrique du Sud. On voit des mesures se resserrer. On est au mois de décembre, bientôt janvier. On sait que l'été, c'est pas le même contexte non plus. Êtes-vous quand même confiant de ne pas être obligé, malheureusement, d'annuler ou de remodifier la formule d'ici l'été prochain? Oui, je dirais à 98 %. Et ça, c'est pas seulement mon sentiment à moi, là. Si on parle à tous mes partenaires dans le milieu, rendu où on est dans la vaccination, avec l'expérience d'encadrement qu'on a maintenant, on ne s'enligne pas du tout pour un été là, qui pourrait retomber en dormance comme on a connu dans les 2 dernières années. Alors, on ne s'en inquiète pas. Cependant, on est prudent. Dans nos formules contractuelles, dans le rythme de nos engagements de dépenses, on se doit d'être évidemment prudent. On est fiduciaire d'argent public, entre autres. Alors, on est sage. La crise amène cependant d'autres problématiques qu'on n'est pas habitué de voir. Par exemple, cette année, on fait tous face à 3 grandes inconnues dans l'équation qu'on essaie normalement d'évaluer. Le premier, c'est l'inflation structurelle. Ça, on le vit partout dans la société. Dans notre cas, à nous, l'inflation est importante. Tout ce qui touche, qui est parallèle à la construction, puis ça, c'est à peu près 40 % de nos dépenses. On parle d'à peu près 20 % dans les cachets d'artistes, qui est un 20 % de toutes nos dépenses. On parle à peu près aussi de 20 %. Puis finalement, en main-d'œuvre, qui a un autre 20 %, je suis rendu à 80 % qui sont aussi impactés. Ça, c'est une première variable que la crise a amenée, qui est nouvelle et qu'il faut gérer. Une deuxième, c'est la pénurie de main-d'œuvre. La situation plus critique de la main-d'œuvre nous impacte aussi. Là. Pour livrer le festival tel qu'on le connaît, ça nous prend 350 employés sur le terrain, 1000 bénévoles. Donc, évidemment, ça change nos stratégies de recrutement. Ça joue sur nos stratégies de produits aussi. Essayer de faire les choses de telle sorte qu'on mobilise moins de ressources, qu'on a moins de besoins, et être plus agressif dans le recrutement au niveau de la jeunesse, par exemple. Essayer de combler tout ça. Ça, c'est une deuxième variable. Et une troisième variable qui est difficile à ce moment-ci d'évaluer, c'est la demande. En ce moment, en salle, ça va moyennement bien. Est-ce si, par exemple, on est toujours à 10 % de gens non vaccinés et que les encadrements sanitaires prévoient qu'il faut être vacciné, bien évidemment, c'est 17 % moins de clientèle potentielle. Alors, on s'adapte à tout ça. Bon. C'est les nouvelles variables En terminant, votre nouveau président nous disait la semaine dernière qu'il est possible un jour que la corporation ait un mandat élargi pour gérer l'événementiel à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que vous voyez ça, disons, d'un bon œil de voir que l'expertise du festival puisse être mise à contribution, comme vous l'avez fait un peu, au-delà des 9 jours du festival? Bien, c'est sûr que oui. En fait, quand j'ai joint l'équipe, une des choses qui, je dirais pas m'inquiétait, le terme est trop fort, là, mais qui me surprenait, disons, c'est qu'on avait un peu une Ferrari de production qui est en dormance la moitié de l'année ou presque. Mais dès 2019, là, on a commencé avec le décloisonnement. On a fait 26 jours d'activité dans la communauté, organisé l'hivernal. On a, à l'année suivante, commencé à aménager les parcs, à aider le Vieux-Saint-Jean avec la production de l'Oasis, les activités au parc en Albois-Regard, les apprentis aérostiers qui font le tour des écoles, la Pico Mobile qui faisait le tour des centres de personnes âgées pendant la crise. Bref, ce déploiement-là dans la communauté est déjà bien lancé et bien ancré. Il va juste devenir officiel.
Bien, puis on est là pour aider, alors on ne se questionne pas beaucoup. Éric Boivin, merci beaucoup. Merci, toujours Donc, un plaisir. on invite les gens à se procurer dès maintenant le passeport du festival édition 2022 à prix réduit, là, intégré avec les manèges, le stationnement et bien sûr l'accès aux 9 jours. Merci beaucoup. Grand plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un champion du monde. Hein? Absolument, de lutte, le grand PCO, Fier Joannet qui est avec nous. Et ses figurines, ses T-shirts, mais même signé. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Voilà donc une formidable idée que je voulais vous partager, une formidable idée qu'a eue Phil et Fred de Pizzeria, celle de vendre ses pizzas congelées, ce qu'on pouvait déjà faire quand on allait directement sur le boulevard Saint-Luc, mais ce qu'on peut maintenant faire dans les IGA Gladu de la région et le Pasquier, c'est les fameuses boîtes que vous avez peut-être vues apparaître dans vos épiceries. Je trouve ça fantastique comme idée. On en parle avec Simon Verville. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'invitation. Fait plaisir. Phil et Fred, ça existe depuis 2 ans? 2 ans. On a célébré nos 2 ans là, le 6 décembre dernier. Bon. Mais déjà, quand on se rendait chez vous, on pouvait acheter des pizzas congelées. Absolument. Puis pas juste des pizzas congelées, il y avait des plats cuisinés. On avait également de la pâte à pizza, des sauces, bref, beaucoup plus que juste de la pizza congelée. Tu sais, ce qui est très drôle là-dedans, puis là, je me mets dans le comportement du consommateur, 2 choses. La première, c'est que je disais à ma conjointe il y a quelques semaines, « Hey, j'ai dit, quand on va la prochaine fois chez Phil et Fred, il faudrait qu'on en achète quelques-unes pour qu'on les ait en réserve dans notre congélateur. » En même temps, quand on va à l'épicerie, parce que c'est plus facile, souvent, on essayait, dans la mesure du possible, d'acheter des pizzas congelées québécoises. On en avait vu peut-être au Dragon ou dans d'autres émissions de télé, parce qu'il y en a quand même pas mal. Là, de voir que c'est un produit québécois, mais c'est un produit de chez nous, je trouve ça encore plus formidable, d'autant qu'on aime le produit quand on la fait venir chez nous, on va la chercher. Mais là, le fait de l'avoir directement à l'épicerie, c'est totalement génial. Comment l'idée est-elle arrivée? En fait, on avait déjà ça en tête quand on a débuté le projet, que nous, oui, on voulait avoir un restaurant, on voulait réinventer la pizzeria comptoir, mais c'était important pour nous d'assurer une proximité avec notre clientèle. Puis cette proximité-là, elle peut s'établir dans les épiceries. Fait que quand notre clientèle va faire son épicerie, ils sont en mesure d'avoir encore notre produit sous la main pour leur éviter, là, par exemple, de revenir au magasin ou bref. Ils vont tout ça à la même place. Ouais. Puis, fait que ça, c'est à partir de là que ça faisait partie de nos objectifs d'assurer une proximité avec la clientèle. Mais aussi, la COVID-19, évidemment, nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, notamment sur le fait de diversifier l'offre. Parce que si on a tout simplement un modèle d'affaires, ça vient de la même place, on le fait avec beaucoup de restaurateurs, on met la clé dans la porte, il n'y a plus rien qui se passe, ça peut devenir difficile. Donc, nous, on trouvait ça important, d'une part, d'avoir le restaurant d'un côté, mais également d'avoir des produits dérivés Phil et Fred, puis encore pour assurer une proximité avec nos clients. C'est quoi la différence entre produire des pizzas congelées que vous gardiez directement au restaurant versus les mettre dans une boîte puis les livrer à l'épicerie? Au niveau de la logistique, de la mécanique, qu'est-ce que ça implique pour vous autres? Bien, en fait, c'est... Comment ça fonctionne? C'est qu'on a besoin, pour pouvoir commercialiser des produits comme ça en épicerie, on a besoin, en fait, d'avoir des certifications précises, OK. Notamment avec la MAPAC. Bref, on a fait un investissement d'environ 250 000 pour pouvoir aménager un local,
pour qu'on puisse être en mesure de respecter ces conditions-là. Oh là là, OK, c'est Puis, costaud, là. non, exactement. Puis de pouvoir, évidemment, d'établir des processus pour pouvoir avoir du fort volume. OK. Mais là, récemment, on savait que vous vous étiez aussi installé sur la rue Saint-Jacques, non pas pour un commerce de proximité pour le public, là, c'est pas un comptoir, mais en même temps, c'est comme une cuisine qui vous permet d'avoir des délais de livraison plus courts dans un rayon de la ville. Exactement. On s'en sert pour deux éléments. Tu viens tout juste d'en mentionner un. Les vendredis, c'est des journées qui sont... Les vendredis soirs, c'est des soirées qui sont super achalandées. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est tout simplement de séparer la ville en deux et d'assurer un service de livraison qui est optimal pour éviter que les gens, par exemple, qui commandent de Saint-Eugène attendent longtemps parce qu'on part de Saint-Luc puis il y a beaucoup de commandes. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la ville en deux, puis on s'occupe de donner un meilleur service. Puis jusqu'à date, ça a donné les résultats que vous souhaitiez? Absolument, absolument. Puis, tu sais, nous, on s'en sert pour donner un meilleur service aux clients, mais initialement, l'établissement sur la rue Saint-Jacques, c'était pour, d'une part, entamer ce projet-là. Puis, dans un deuxième volet, on voulait aussi avoir un deuxième emplacement pour les gens qui sont dans le secteur de Saint-Jean pour pouvoir venir récupérer des pizzas. Mais là, avec les projets, on est en train de tout réviser ça. Là, votre capacité de production ressemble à quoi? Parce que là, vous êtes dans les IGA Gladieux et le Pasquier. Ouais. Bon, on est dans la région de Saint-Jean. J'imagine que vos ambitions sont plus grandes. Bref, c'est quoi votre capacité de production actuellement? En ce moment, peut-être juste pour lister les gens avec qui on est présentement distribué, évidemment, les IGA Gladieux, Pasquier à Saint-Jean et à Delsun. Oui, c'est vrai. D'une part, on a également les deux IGA Iberville. C'est vrai, OK. Oui, puis salutations aussi à Pierre-Luc Cloutier qui nous a vraiment aidés. Puis ça a été super. Mais pour revenir à notre capacité là, de production, en ce moment, on est capable de livrer tous les clients qu'on a en ce moment. OK. On peut parler d'à peu près un 1000 pizzas par jour qu'on est capable de produire. Okay. Mais la problématique, c'est qu'on peut faire 1000 pizzas dans la même journée, mais il y a des processus de congélation, d'emballage et c'est à peu près 3 jours là, pour la production jusqu'à la livraison. Et votre ambition, c'est quoi? C'est d'en mettre dans toutes les épiceries de la Rive-Sud, de Montréal, du Québec au complet? Je veux dire, qu'est-ce que ça implique si demain matin, on dit, OK, on essaie de jouer dans ce film-là? Oui, absolument, mais c'est une super bonne question. Nous, on est des optimistes. Ouais. Hein? On adore les défis. Puis, honnêtement, ça a pris beaucoup. En fait, on a vraiment vu une vague là, d'achat. En fait, les gens, c'est la folie pour les pizzas. C'est ça. Là, on essaie de gérer la folie. Exactement, de gérer la belle croissance. Et tu regardes ça, disons, je ne sais pas, moi, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tu es sur le radar. Là, honnêtement, pour 2022, on aimerait couvrir la Rive-Sud. Puis couvrir la Rive-Sud, mais avec un bon service. Fait qu'on ne veut pas dire, en 2022, on vise le Québec au complet, mais finalement... Non, je comprends. Tu ne veux pas qu'il y en ait une semaine sur 3 dans l'épicerie. S'il y en a, il y en a tout le temps. Fait que quand on livre un bon service, c'est la même chose avec le restaurant. Nous, le service est important. Même chose pour nos épiciers. Mais à ce moment-là, allez-vous avoir la capacité, allez-vous devoir vous donner les moyens d'en produire beaucoup plus? Parce que si vous couvrez actuellement, je ne sais pas, 5-6 épiceries à Saint-Jean, puis demain matin, vous en avez 200, c'est pas la même affaire. Ah là, ça change les règles du jeu, ça, c'est clair. Mais en ce moment, pour nos ambitions actuelles, évidemment, c'est... Bon, la question qui tue, oui. Je la commande au restaurant, je vais la chercher, ou vous me la livrez, ou je l'achète congelée. Elle goûte-tu pareil? Elle goûte pareil. Mais il y a des petits trucs qui changent, notamment la croûte. Si on aime une croûte qui est plus croustillante, moins moelleuse, on va pouvoir se diriger vers une pizza congelée. Mais évidemment, il n'y a rien qui va jamais battre une pizza qui sort fraîchement du four. Bon, c'est quand même une bonne portion parce qu'il y en existe des plus grosses et des plus petites. Vous êtes dans un format 12 pouces. Oui. Peut-être à peu près 3, même limite 4 personnes là-dessus. Oui, normalement. Des appétits, là? Oui, exact. Mais nous, normalement, un format moyen comme ça, ça donne 6 pointes. Donc, ça peut être 2 à 3 personnes. Bon, on est toujours dans une dynamique de 425 degrés, 15 à 20 minutes. Absolument. C'est bien cela. Là, vous avez la pepperoni bacon et vous avez également la toute garnie.
Est-ce que vous avez aussi l'ambition d'en produire d'autres sortes? Absolument. Puis on est déjà en train de travailler sur une troisième pizza qui va être la pizza méditerranéenne. OK. Alors, une pizza qui est déjà super populaire au niveau du comptoir. Puis également, c'est un petit clin d'œil pour les gens qui ne mangent pas de viande, évidemment. OK. Donc, les pizzas congelées de Phil et Fred, maintenant disponibles en épicerie, donc dans les deux Pasquiers, Saint-Jean et Delsun, dans les IGA Gladu du côté de Saint-Jean, les IGA La Plante du côté d'Iberville. Également, on a le dépanneur Altengo qui a été un de nos premiers clients, qui est à Iberville également, OK. et le panier maraîcher qui est une épicerie en ligne. OK. Puis, y en a-tu aussi à la boutique sur Saint-Luc? Oui. Au restaurant? Il y en a sur la boutique à Saint-Luc. Puis, c'est super cool parce qu'on l'a conclu hier. On va maintenant être distribué au IGA à Chambly. OK. Puis, on est également au IGA de Saint-Rémy. Saint-Rémy? Oui. OK. Fait que vous avez déjà commencé, là. Oui, quand même. Ça en vient, la toile s'installe tranquillement. Absolument. Simon Verville, merci beaucoup. Merci à Et toi. bonne chance dans vos projets futurs. Merci. Reste avec nous, on vous revient pour le mot de la fin. Au retour des fêtes, les lundis 10 et mardi 11 janvier 2022, collecte de sang organisée par la Légion canadienne et l'Association des pompiers à Iberville. Et ça se fait du côté du pavillon Mille-Roches. On est toujours dans la même méthodologie. Si vous désirez donner de votre sang, vous devez bien sûr vous inscrire en ligne par courriel du côté de Emma Québec. C'est la procédure avec la COVID, donc on doit prévoir notre rendez-vous à l'avance. À demain. Bye-bye.